Merci beaucoup pour votre accueil. J'avais prévu d'être physiquement avec vous aujourd'hui et puis les aléas de santé ont fait que je n'ai pas pu organiser ma venue ici. Mais je suis, faute d'être physiquement avec vous, de tout cœur avec vous. Merci pour cette introduction à ma conférence. Je pense que vous avez dit l'essentiel. Je me demande même pourquoi vous restez pour écouter la suite, parce que tout a été dit dans cette introduction. Euh, je vais essayer de vous proposer une euh, réflexion, une réponse à la question qui m'a été proposée par les organisateurs de ce colloque. Euh, donc, sur la diapo suivante, la diapo numéro 1, vous voyez le plan. Je vais essayer d'aborder une façon qu'on a travaillé depuis quelques années, qui est une approche critique, souvent d'ailleurs autocritique, de ce qu'on appelle les mythes en éducation. Je vais aborder les pédagogies actives à travers trois mythes, c'est-à-dire à travers trois idées générales liées aux pédagogies actives. Faire manipuler permet de mieux faire apprendre. Les élèves apprennent mieux quand ils découvrent par eux-mêmes. Et les pédagogies par projet améliorent les apprentissages ou l'engagement des élèves. Et après avoir fait cette analyse critique de ces mythes, entre guillemets, liés aux pédagogies actives, j'essaierai de voir en quoi les outils numériques peuvent promouvoir, améliorer les apprentissages actifs chez les élèves. Et si vous n'êtes pas tous endormis d'ici là, j'essaierai de conclure cette présentation. Donc, on va passer à la diapo 2 et on va aller directement à la diapo 3. L'approche critique, les mythes en éducation, j'aurais bien aimé vous dire que j'en étais l'inventeur, qu'avec Franck Amadieu, nous avions publié le premier bouquin selon cette approche-là, mais ce serait mentir puisque nous avons découvert que deux collègues néerlandais en 2013, c'est-à-dire avant 2014 et notre premier bouquin là-dessus, avait déjà publié un article qui est exactement qui adopte exactement la même démarche que nous. C'est essayer de confronter des idées générales en éducation à l'état actuel des connaissances et des résultats empiriques ou des connaissances théoriques en éducation. Ils ont abordé trois mythes, celui des digital natives, celui des styles d'apprentissage et celui des apprentissages en autonomie sur Internet. Puis, en diapo 4, donc en 2014, nous avons utilisé la même approche à propos des apprentissages avec les outils numériques et qui nous a permis d'examiner un certain nombre d'idées générales liées au numérique en éducation. Et une de ces idées générales, c'est l'idée selon laquelle le numérique permettrait un apprentissage plus actif. C'est là-dessus que je vais m'attarder cet après-midi avec vous. Quelques années après, parmi les bouquins qu'on a publiés dans cette approche-là, il y en a un qui va me servir de fil rouge cet après-midi. C'est celui sur l'innovation pédagogique qui est présenté en diapo 5. Et dans ce livre sur l'innovation pédagogique, trois mythes sont abordés. Faire manipuler permet de mieux faire apprendre. Les élèves apprennent mieux quand ils découvrent par eux-mêmes. Et celui de la pédagogie par projet. C'est ces trois chapitres que je vais vous présenter maintenant. Donc, en diapo 6, je vous propose de définir de la façon suivante un mythe en éducation. C'est une affirmation sans fondement empirique qui est reprise massivement et par un certain nombre de communautés, par exemple nous les enseignants, nous les formateurs d'enseignants, nous les cadres dans l'éducation,
Et bien entendu, nous, les chercheurs, si vous prenez une idée comme celle des digital natives que Kirchner et Van Meerenburg ont critiqué dans leur article, c'est le premier article dans lequel on aborde le plus directement l'idée de digital native. C'est un article de Mark Prensky en 2001, même s'il y en a eu un autre quelques années avant. Cet article n'a aucun fondement empirique et pourtant, si vous allez sur des moteurs de recherche, on a dépassé les 12 000 citations, je crois, de cet article. Donc les chercheurs ne sont pas, bien entendu, à l'abri de cette attitude qui consiste à prendre telle quelle une idée générale qui est pourtant avancée sans fondement empirique et en l'occurrence sans fondement théorique non plus. Ces mythes en éducation, en effet, c'est qu'au bout d'un moment, cette affirmation semble aller de soi. Les élèves d'aujourd'hui qui ont qui ont grandi toute leur vie avec un ordinateur, avec une tablette, avec un smartphone, apprennent différemment des jeunes d'autrefois. Et cette différence d'apprentissage est bien provoquée par le fait qu'ils utilisent un ordinateur depuis qu'ils sont enfants. C'est des idées qui sont généralement énoncées avec « tout le monde sait bien que », parfois même, on n'a même pas besoin de justifier, il suffit de le dire, et ça semble vrai comme ça. Au bout d'un moment, la communauté doit se saisir de ce mythe et conduire des travaux empiriques pour invalider ou pour nuancer. Autrement dit, et c'est ça qui est intéressant, c'est que l'affirmation, elle est faite gratuitement, et c'est aux personnes qui veulent remettre en cause cette affirmation de devoir conduire des travaux pour dire bon, en fait, on n'est pas si sûr que ça, ou ça marche pas tout le temps comme ça, ou c'est pas un résultat qui est obtenu systématiquement. Alors, sur la diapo 7, j'annonce le premier mythe auquel je vais me consacrer, celui dans lequel faire manipuler permet de mieux faire apprendre. C'est une idée qui est extrêmement importante chez nous en éducation, chez nous en pédagogie. C'est une idée qui est absolument pas nouvelle. Ça fait sans doute bientôt 2500 ans qu'on discute de cette idée. Si vous prenez les grands pédagogues, quelle que soit l'époque, à la Renaissance, dans l'âge classique, au XIXe siècle, au XXe siècle, tous les grands pédagogues se sont positionnés sur cette question, ont essayé de répondre à cette question. Certains ont opposé l'apprentissage par enseignement et l'apprentissage par la pratique. D'autres n'ont pas opposé, ont montré à quel point c'était complémentaire. Certains psychologues, par exemple, ont conçu des théories de l'apprentissage qui sont des théories de l'apprentissage par l'action. Vous avez des traces de cette idée un petit peu partout. J'ai trouvé celle-là absolument fantastique dans le dictionnaire de Ferdinand Buisson, où en 1911, il explique à propos de l'enseignement de la grammaire, à quel point les approches actives de l'enseignement de la grammaire sont plus intéressantes que les autres, les anciennes. Quand on examine la littérature sur les apprentissages actifs, une littérature absolument pléthorique, on se rend compte qu'en réalité, dans cette littérature, et c'est en diapo 10 que vous voyez ça, il y a souvent une confusion entre les apprentissages actifs. On entend le mot actif au sens physique. Les élèves manipulent des objets, les élèves sont en mouvement, ils se déplacent, ils produisent des gestes, ou l'activité au sens cognitif. Les apprentissages actifs, c'est quand les élèves se posent des questions, c'est quand les élèves réfléchissent, c'est quand les élèves font des hypothèses. Et vous avez dans cette littérature ces deux idées complètement différentes
d'être actif au sens physique ou être actif au sens cognitif, qui semblent relever du même argument en faveur des apprentissages actifs. Il y a aussi dans cette littérature souvent une confusion entre l'action comme moyen d'apprendre, il faut mettre les élèves en activité pour qu'ils apprennent, et l'action comme but d'apprentissage. Il faut que les élèves apprennent telle ou telle activité, et on va concevoir une situation pour que les élèves apprennent cette activité. Il y a des exemples innombrables de confusion entre l'action comme moyen et l'action comme but. Et on tire généralement une conclusion erronée de tout ça. C'est l'idée selon laquelle pour apprendre à faire quelque chose, il faut et il suffit de le faire. En diapo 11, je vais commencer un petit peu le bilan des travaux dans ce domaine avec la première idée selon laquelle dans beaucoup d'apprentissages scolaires, l'important, c'est d'être actif cognitivement. Autrement dit, l'importance des apprentissages actifs se trouve, dans la plupart des cas, beaucoup plus du côté cognitif que du côté physique. Et ça a été, je trouve, en diapo 12, remarquablement montré par deux collègues formatrices enseignantes, elles aussi, dans un article de 2014. Ces deux collègues disent finalement, dans toute tâche qu'on peut faire en classe à des élèves, on peut décrire des niveaux d'engagement des élèves dans la tâche. Cet engagement peut être actif, passif, bien entendu, actif au sens physique, et elle distingue ce niveau 2, actif au sens physique, de actif au niveau 3, qu'ils ont appelé constructif, c'est-à-dire c'est quand les élèves génèrent de l'information au-delà de ce qui a été présenté, c'est-à-dire quand les élèves font des hypothèses, quand les élèves font des inférences, quand les élèves comprennent plus que ce qu'on leur explique, et un niveau interactif qui est en gros un niveau constructif, mais à plusieurs, dans la collaboration et dans la co-construction de connaissances. Ce que montrent ces collègues, c'est que quand vous examinez la littérature sous cet angle-là, vous voyez que la plupart du temps, quand les élèves sont engagés au niveau 4, ils apprennent mieux qu'au niveau 3, qu'au niveau 2 ou qu'au niveau 1. Mais, ce que montre la littérature aussi, c'est que quand les élèves sont engagés au niveau 4, l'apprentissage est plus exigeant qu'au niveau 3, qu'au niveau 2, qu'au niveau 1. Et ça a une conséquence importante, c'est que si l'apprentissage visé fonctionne très bien au niveau 2, par exemple, ou au niveau 3, alors il est sans doute inutile de vouloir amener les élèves au niveau 4. Autrement dit, augmenter l'engagement cognitif des élèves dans l'apprentissage, c'est sans doute vertueux quand c'est nécessaire, c'est-à-dire quand l'apprentissage visé, la réalisation de la tâche visée exige un engagement à ce niveau, sinon ça peut être superflu. Et ce que montrent ces collègues à la diapo 13, c'est que ces niveaux d'engagement sont compatibles avec toute tâche scolaire. En diapo 14, vous voyez par exemple que la tâche écouter un cours peut être réalisée avec un engagement passif, actif, constructif ou interactif, que lire un texte, c'est en diapo 15, ça peut être aussi donner lieu à un engagement passif, actif, constructif et interactif. Et donc finalement, le métier d'enseignant aurait à voir avec cette décision que nous devons prendre quand nous concevons un enseignement, qui est de décider de la tâche qu'on va proposer aux élèves pour l'apprentissage visé et à l'engagement dans la tâche vis-à-vis de l'apprentissage visé. Plus l'engagement est élevé, meilleur sera l'apprentissage, mais plus il sera exigeant aussi. En diapo 16, vous avez, alors c'est bien la diapo 16, oui, en diapo 16, vous avez une revue de la littérature
qui suit d'un an le papier de Kai Wally, dans lequel donc, deux collègues ont écrit un livre dans lequel ils recensent les principaux travaux empiriques conduits sur des stratégies qui permettent aux élèves de s'engager au niveau 3, hein, c'est-à-dire dans l'engagement cognitif, dans une activité au sens de cognitif. Et dans la colonne de droite, vous voyez les études qu'ils ont recensées, et chaque fois, pour le nombre d'études qu'ils ont recensées, combien de fois l'effet positif a été obtenu. Donc, hein, autrement dit, le tableau se lit comme ça. Si on prend la stratégie résumée et qu'on recense le nombre d'études où des élèves, par exemple, devaient comprendre un texte, certains avec une activité de production de résumé, d'autres sans cette activité de production de résumé, sur les 30 études où cette stratégie a été utilisée, 26 fois, un résultat positif a été obtenu, un résultat supérieur a été obtenu pour les élèves qui étaient dans la conduction produire en résumé, oral ou écrit. À la diapositive 17, donc, premièrement, je dis l'important, c'est d'être actif cognitivement dans la plupart du temps. Deuxièmement, il est sans doute très important de bien faire la distinction dans les apprentissages actifs, dans les cas où ce qu'on a à apprendre, c'est de l'ordre des connaissances procédurales, on a à apprendre à faire quelque chose, ou ce qu'on a à apprendre relève de la compréhension. Vous avez par exemple un article que j'aime énormément de collègues belges qui ont fait il y a une quinzaine d'années déjà une méta-analyse de la littérature sur la résolution de problèmes et qui montre à quel point s'engager dans une activité de résolution de problèmes produit un effet positif pour les apprentissages procéduraux, tandis que pour les apprentissages notionnels, l'effet positif est difficile à trouver. Parfois, on a un effet nul, parfois, on a un effet négatif. Pour les apprentissages moteurs ou les apprentissages de savoir-faire, l'effet positif, il est assez systématiquement obtenu quand le savoir-faire visé est moteur. On apprend un geste, on apprend un mouvement. C'est à peu près impossible d'apprendre un geste ou d'apprendre un mouvement sans être engagé physiquement dans la réalisation de cet acte. Par contre, pour les savoir-faire non moteurs, comme apprendre à lire, apprendre à compter, l'effet de la mobilisation du corps ou de la manipulation d'objets est parfois positif, parfois il n'est pas positif. Je reviendrai peut-être en détail sur ce résultat à la fin de cette partie. En gros, peut-être une façon de résumer les résultats dans ce domaine, c'est que le fait d'engager activement les élèves dans les apprentissages, et notamment dans la relation d'activités physiques ou d'activités cognitives, améliore les apprentissages tant que cet engagement supérieur ne dépasse pas les ressources disponibles chez les élèves au moment de l'apprentissage à réaliser. Alors dans la diapo suivante, je crois que j'ai le temps de faire ça, je vais aller très rapidement, juste pour signaler le fait que dans les travaux de Florence Barra, on a une excellente illustration de l'intérêt et des limites des apprentissages actifs. Ici, l'apprentissage visé, c'est la reconnaissance de l'être. On est chez des enfants très jeunes, ils ont autour de 4, 5 ans, 6 ans. Et on compare des conditions où les élèves apprennent à reconnaître des lettres comme représentation visuelle et représentation sonore, à des conditions où les élèves ont une modalité en plus, ils manipulent des lettres en bois. Ce qui est pratiqué en classe depuis fort longtemps. Ce que montrent les résultats, c'est que quand les élèves manipulent des lettres en bois, la reconnaissance de la lettre écrite est de meilleure qualité. Ils apprennent mieux en manipulant les lettres en bois. Mais dans une condition de contrôle, les élèves n'avaient pas à manipuler une lettre en bois, mais ils avaient à suivre le tracé d'une lettre sur une planche
où le tracé pouvait être en creux, où le tracé pouvait être en relief. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans cette tâche, suivre le tracé d'une lettre en creux, l'effet positif de l'engagement physique dans les apprentissages disparaît. Un petit peu comme si c'est pas tellement le fait d'être actif physiquement qui compte, c'est le fait d'être actif physiquement avec une modalité qui ne représente pas une exigence trop importante. Quel est l'intérêt de manipuler des lettres en bois? C'est que quand vous manipulez une lettre en bois, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous ne pouvez pas faire d'erreurs de manipulation d'une lettre en bois. Quand vous devez suivre le tracé d'une lettre en creux dans une planche en bois, cette tâche, suivre le tracé d'une lettre, est beaucoup plus exigeante que la manipulation, et cette exigence supplémentaire pourrait se traduire par une détérioration des apprentissages. En conclusion, si on examine l'intérêt des apprentissages actifs au sens de faire manipuler, on voit que la littérature sur les apprentissages, si bien entendu elle reconnaît que cette idée est absolument fondamentale, absolument centrale en pédagogie, les conditions de mise en œuvre de cette idée, elles sont chaque fois précises. C'est pas une idée qui est vraie tout le temps, c'est pas une idée qui est efficace en soi, mais à chaque fois, ça va dépendre de l'objectif d'apprentissage visé, des élèves concernés, et la plupart du temps, c'est pas le fait d'être actif physiquement qui est important, mais c'est d'être actif cognitivement. Donc sur la diapo 20, j'annonce le thème suivant, les apprentissages par découverte. Sur la diapo 21, comme vous le savez, c'est une idée qui est absolument pas nouvelle non plus. C'est une idée qui est à peu près aussi ancienne que la précédente. Là encore, de très grands noms de la pédagogie ont apporté de l'eau au moulin de cette idée. C'est une idée qui est sans doute très puissante, notamment par le fait qu'elle semble non spécifique aux humains. Le fait de devoir découvrir par soi-même améliore les apprentissages chez les animaux au même titre que chez les humains. Et donc, le fait de découvrir par soi-même serait pas du tout, pas une question de pédagogie, mais quelque chose d'intrinsèque aux apprentissages. Alors sur la diapo suivante, c'est là qu'on commence à avoir des petites choses qui posent question. Les apprentissages par découverte, en fait, ont été mis un petit peu à toutes les sauces. Il y a énormément de types de situations pédagogiques qui sont plus ou moins proches des apprentissages par découverte. En diapo 23, si j'ai pris l'exemple des apprentissages par découverte en sciences, vous avez des avantages supposés des apprentissages par découverte qui sont dans la littérature absolument pléthorique. Et c'est un petit peu un réflexe quand une idée a tellement d'arguments favorables, quand il y a tellement de qualités, tellement de vertus à une idée, je crois qu'on peut commencer à se méfier de cette idée. C'est en tout cas ce que nous avons fait. Diapo 24, les fondements théoriques de cette idée sont aussi, posent question, parce que selon la littérature que vous lisez sur les apprentissages par découverte, vous avez deux idées vraiment différentes qui étayent les apprentissages par découverte, le constructivisme d'une part et les apprentissages par la pratique d'autre part. Et là encore, on peut être assez mal à l'aise avec l'idée que deux fondements aussi différents viendraient étayer la même idée. Alors en diapo 25, quand on a regardé les apprentissages par découverte, on voit bien entendu que les apprentissages par découverte sont extrêmement puissants
C'est sans doute une idée qui est au cœur des apprentissages, je l'ai déjà dit, et peut-être que c'est juste quand on pousse trop loin l'idée d'apprentissage par découverte. Pour le dire autrement, c'est un peu quand on confond apprentissage par découverte et apprentissage en autonomie, c'est-à-dire quand les élèves sont laissés en situation d'apprentissage sans aide, sans guidage, où ils doivent découvrir de façon non étayée, qu'on commence à obtenir des résultats négatifs. On dit que ce ne serait pas l'idée elle-même, mais le fait qu'on ait poussé à l'extrême cette idée, qui explique pourquoi on trouve dans la littérature certains résultats liés aux apprentissages par découverte qui sont en réalité négatifs. On a aussi peut-être, dans le domaine des sciences, parfois confondu le but, apprendre la démarche d'investigation, et le moyen, apprendre par la démarche d'investigation. Et la littérature semble montrer que, bien entendu, c'est très important de maîtriser la démarche d'investigation, et que pour maîtriser la démarche d'investigation, sans doute qu'une des meilleures choses, c'est d'avoir reçu un enseignement de cette démarche d'investigation. Par ailleurs, la démarche d'investigation comme moyen d'apprendre des connaissances en sciences donne des résultats très mitigés, mais qui s'organisent toujours autour de l'idée de quand la démarche d'investigation est un moyen, mais que les élèves sont laissés tels quels, sans guidage, sans étayage, sans appui, alors les résultats ne sont pas très bons. Vous avez, depuis une quinzaine d'années, énormément de littérature qui revient là-dessus, avec une controverse qui a été assez vive, qui a été initiée par un article de Kirchner et ses collaborateurs en 2006. À la diapositive 26, je propose de la passer parce que je l'ai déjà évoqué dans la diapositive précédente. Je voudrais quand même tenir le temps. Je vais passer la diapo 27 aussi, qui est une diapo dans laquelle je voulais rendre compte d'une étude que nous avons conduite, dans laquelle des enseignants étaient formés à l'enseignement des sciences par la démarche d'investigation, tandis que des enseignants témoins n'étaient pas formés. On a essayé de voir si les élèves des enseignants qui étaient formés à la démarche d'investigation apprenaient plus ou apprenaient mieux des connaissances en sciences que les élèves des enseignants qui n'étaient pas formés à la démarche d'investigation. Et de façon assez décevante, les résultats que nous avons obtenus, les effets significatifs que nous avons obtenus, sont surtout liés à l'augmentation du temps consacré aux sciences. Les enseignants formés consacrent plus de temps à l'enseignement des sciences que les enseignants non formés, et une amélioration des apprentissages sur les connaissances factuelles en sciences, mais par contre, l'amélioration de la motivation pour apprendre les sciences, pour le raisonnement ou pour la maîtrise de la démarche d'investigation, on n'a pas obtenu d'effets significatifs. Ceci étant peut-être lié aussi au fait que quand on agit que sur la formation des enseignants sans accompagner les enseignants, c'est rare d'obtenir des effets positifs. En conclusion, diapo 18, la démarche d'investigation relève bien des pédagogies actives. C'est sans doute, l'apprentissage par découverte relève bien des pédagogies actives et sans doute des idées les plus importantes. Mais là encore, je crois qu'il est important de bien distinguer les cas où c'est le but de l'apprentissage et les cas où c'est le moyen de l'apprentissage. Enfin, je vais vous parler de pédagogie par projet, c'est annoncé dans la diapo 29. La pédagogie par projet, en diapo 30, j'ai trouvé l'examen de littérature extrêmement intéressant. Alors, c'est une idée qui n'est pas nouvelle, bien entendu. Sans doute que c'est à partir du XVIIIe siècle, et surtout du XIXe siècle, que cette idée prend de l'ampleur. C'est une idée qui va avoir beaucoup de succès au XXe siècle, et notamment à partir des années 1970. Mais
la pédagogie par projet est très différente des apprentissages par la découverte ou des apprentissages par l'action, en ce sens que, en diapo 31, quand on examine la littérature sur la pédagogie par projet, premièrement, il y a beaucoup moins de littérature empirique. Dans une revue de la littérature qui date d'une douzaine d'années, sur 28 articles recensés par les chercheurs, il y en a très peu qui évaluent les apprentissages réalisés par les élèves à l'issue du projet. Vous voyez, sur 28 articles trouvés, seulement 2 essayaient d'évaluer les apprentissages. Autrement dit, si cette idée d'apprentissage par projet est très intéressante, essayez de caractériser ce que les élèves apprennent au cours de projet est manifestement difficile. Par contre, en diapo 32, il y a une littérature bizarrement plus importante sur l'analyse des difficultés rencontrées par les élèves ou par les étudiants dans la pédagogie par projet, et une littérature quasiment aussi conséquente sur les difficultés rencontrées par les élèves ou les étudiants dans la pédagogie par projet en ligne, quand les élèves coopèrent autour d'un projet en étant distants les uns des autres. Vous avez ici un exemple de publication. C'est les mêmes collègues finlandais que ceux qui ont fait la revue de la littérature que j'ai évoquée, qui ont publié ce papier un an plus tard, où on essaie de comparer des élèves qui apprennent quelque chose en projet à des élèves qui apprennent la même chose en ayant le même niveau d'études initiales dans une approche un peu plus classique. Les résultats dans cette étude, et c'est assez marrant, c'est que alors que ce sont ces auteurs qui ont critiqué le fait que les apprentissages réalisés par les élèves ou les étudiants étaient peu évalués dans la littérature sur la pédagogie par projet, ces collègues finlandais ont finalement peiné à faire ça eux-mêmes. Ils ont surtout décrit des apprentissages assez méta, mais les apprentissages disciplinaires réalisés par les élèves de leur étude sont assez peu documentés dans cet article. Et donc la pédagogie par projet, je suis allé très vite dessus, simplement pour dire que on a aussi autour des pédagogies actives, avec la pédagogie par projet, quelque chose qui, contrairement aux deux autres, manque énormément de documentation. Il y a très peu de recherches, comparativement, il y a très peu de recherches publiées sur la pédagogie par projet. Je ne sais pas si vous savez, je me suis amusé à regarder, par exemple, le nombre de publications sur cooperative learning, les apprentissages coopératifs. Actuellement, dans le monde, vous trouvez à peu près 20 000 publications par an sur collaborative learning. Sur pédagogie par projet, vous trouvez quelques articles par an. On est dans un ordre de grandeur qui est absolument pas comparable. Et donc, peut-être que ça doit attirer notre attention sur le fait que il y a des domaines des pédagogies actives qui sont sous-documentés, sous-étudiés par notre communauté, celle des chercheurs en éducation. Alors, j'ai essayé, diapo 35, dans cet exposé, de critiquer des idées associées aux pédagogies actives, celles de la manipulation, celles des apprentissages par découverte, des apprentissages par projet. Et maintenant, je vais résumer ce que nous avons trouvé dans l'analyse que nous avons faite des apports du numérique aux apprentissages actifs. Donc c'est Amadieu et Tricot en 2014. Ce qu'on a vu dans la littérature est à la fois clair et mérite clairement des investigations complémentaires. Alors ce qu'on trouve de clair, c'est que les outils numériques permettent de promouvoir les activités de production. Quand les élèves
produisent en classe un texte, quand les élèves produisent en classe un exposé, une affiche, un objet technique, etc., ces activités de production sont enrichies par les outils numériques. On peut enrichir les activités de production existantes, comme la production de texte, et on peut créer de nouvelles activités de production, par exemple en produisant des supports numériques. Là-dessus, il n'y a pas photo. Deuxièmement, les outils numériques promeuvent un apprentissage actif quand ils exigent que les apprenants intègrent des sources multiples. Un des grands intérêts des outils numériques, c'est que les élèves peuvent, dans une situation, avoir à traiter des informations différentes, provenant de sources différentes, d'auteurs différents, de systèmes d'autorité différents, voire parfois de points de vue différents. Et si, bien entendu, c'était possible avant l'arrivée du numérique de mettre les élèves dans des situations où ils doivent intégrer des sources multiples, les outils numériques facilitent énormément, enrichissent énormément ces activités d'intégration de sources multiples, y compris de points de vue contradictoires, d'arguments de niveaux différents, etc. Un troisième résultat qui semble à peu près clair dans la littérature, c'est que les outils numériques, parce qu'ils nous permettent de proposer plusieurs représentations d'un même contenu, une représentation visuelle, une représentation textuelle, une représentation symbolique, une représentation sonore, etc., etc. Le fait de présenter des représentations différentes d'un même contenu enrichit, améliore les apprentissages, et en plus on peut référencer mutuellement ces différents médias, et c'est sans doute, enfin en tout cas la littérature semble assez claire là-dessus, une manière d'améliorer les apprentissages. Il semble aussi évident, et là-dessus on a vraiment un nombre très conséquent de publications chaque année, que cet enrichissement produit par les outils numériques peut parfois outrepasser les ressources cognitives des élèves. Par exemple, quand vous regardez la littérature sur les animations en sciences, vous avez énormément de résultats positifs qui sont obtenus, sous réserve que l'animation qui est proposée aux élèves ait un niveau de complexité raisonnable et un niveau de guidage suffisant pour que les élèves puissent accéder au contenu qui est représenté à la hauteur de leurs connaissances préalables. Si on propose une animation trop complexe, qui guide trop peu les élèves dans l'apprentissage, alors ils peuvent être submergés par la quantité d'informations, par le dynamisme des animations pour apprendre. On a obtenu la même chose avec des fichiers MP3, des fichiers son, un son continu, le fait de ne pas pouvoir interrompre, faire des pauses, peut submerger l'élève d'information entre ces expériences toutes simples où certains élèves doivent lire un texte, d'autres doivent écouter le texte. On se dit que devoir écouter le texte, ça économise le coût de la lecture, mais le problème du flux continu d'informations, c'est que ça peut surpasser les ressources cognitives des élèves. Et on a répliqué plusieurs fois ce résultat. Le fait de donner un lecteur MP3 aux élèves avec la possibilité de faire des pauses, de faire des retours en arrière, produit cet effet paradoxal. Ce sont les élèves qui ont le plus de ressources cognitives, les élèves qui ont le plus de connaissances antérieures, qui peuvent faire des pauses, qui peuvent faire des retours en arrière, c'est-à-dire qui peuvent réguler le flux continu d'informations. Les élèves qui ont peu de ressources cognitives prennent beaucoup moins de décisions d'arrêt ou de décisions de retour en arrière. On a obtenu ça en classe de langue vivante, on a obtenu ça avec des élèves dyslexiques, on a obtenu ça dans tout un tas de domaines. Enfin, l'enrichissement lié aux outils numériques ne produit pas d'effet positif
quand ça concerne les activités d'auto-organisation du cours, d'auto-organisation du contenu, c'est-à-dire toutes ces activités où c'est les élèves qui doivent agencer leur parcours de formation. Là encore, avec un effet très important du niveau d'expertise, tandis que c'est les élèves qui ont déjà beaucoup de connaissances dans le contenu, qui peuvent auto-organiser les contenus de cours. Sinon, c'est une activité qui, la plupart du temps, dépasse les ressources cognitives des élèves. Et je voudrais finir pour dire que quand on a examiné la littérature sur les outils numériques au service des apprentissages actifs, je crois que ce qui est le plus marquant, c'est à quel point nous avons encore besoin de faire de la recherche, par exemple sur les projets de conception d'outils numériques, sur les projets de création de ressources numériques, sur les activités de recherche d'informations comme moyen d'apprendre, etc., etc. Il y a tout un pan de la littérature sur les apprentissages avec les outils numériques qui relèvent bien des pédagogies actives, mais qui sont sous-investiguées par notre communauté. Donc en diapo 37, j'annonce la conclusion. Je crois, mais ça a été dit en introduction, je fais que redire ce que vous avez dit en présentation, je crois profondément qu'enseigner, c'est un métier de la conception dans lequel nous utilisons des connaissances, nous utilisons des méthodes, nous utilisons des outils pour concevoir à chaque fois des situations particulières. Et c'est très difficile d'avoir des idées générales comme les idées de pédagogie active, de pédagogie par découverte, etc. C'est sans doute des connaissances plus précises dont nous avons besoin à chaque fois pour produire, pour concevoir des solutions particulières. Je crois que chaque situation d'enseignement est une solution particulière. Les pédagogies actives ou les apprentissages actifs sont un moyen d'engager les élèves dans les apprentissages, mais pour cela, il faut qu'ils soient pertinents et il faut qu'ils soient accessibles. Enfin, j'ai essayé de dire dans cette présentation que les outils numériques peuvent être évidemment au service des apprentissages actifs, mais que nous devons, dans ce domaine, continuer à faire des recherches tellement nous savons peu de choses. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'ai essayé dans cette dernière diapositive de faire un résumé de tout ce que j'avais dit dans cette conférence, c'est la diapo 39. Merci à vous.